Décembre 2015. Le ciel au-dessus de la Syrie est d'un gris profond, chargé de nuages bas qui s'étirent au-dessus des plaines de Deir ez-Zor. Il est 4 heures du matin, heure locale. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, positionné en Méditerranée orientale, le pont d'envol s'illumine progressivement. Les techniciens s'affairent en silence dans le froid mordant. Les moteurs commencent leur montée en puissance, un grondement sourd et régulier qui envahit l'air salin. Puis, dans un rugissement qui déchire la nuit, un avion s'arrache de la catapulte et s'élève vers l'obscurité. Son fuselage élancé disparaît en quelques secondes dans les nuages. C'est un Rafale. Et cette nuit-là, il porte des bombes destinées à frapper des positions de l'organisation État islamique en territoire syrien. À des milliers de kilomètres de là, dans les salles de briefing des états-majors européens et américains, des analystes militaires observent les données en temps réel. Certains, encore sceptiques, se souviennent des débats des années précédentes, des années où l'on se demandait si cet avion, né d'une ambition française audacieuse, n'était pas déjà condamné avant même d'avoir vraiment combattu. Voilà le paradoxe qui est au cœur de cette histoire. Le Dassault Rafale a été qualifié pendant près de 2 décennies d'échec commercial retentissant. Un avion extraordinairement capable, disaient pas ses défenseurs. Un gouffre financier sans débouché, répondaient ses critiques. Pendant 25 ans, la France a tenté de vendre son chasseur à des dizaines de pays. Et pendant 25 ans, elle a essuyé refus après refus. Le Canada, les Pays-Bas, la Corée du Sud, Singapour, le Maroc dans un premier temps, les Émirats arabes unis pendant de longues années de négociations stériles. Chaque appel d'offres semblait se terminer de la même façon. Le Rafale arrivait finaliste, puis perdait face à un concurrent américain ou européen. La presse spécialisée avait même inventé une expression cruelle pour désigner cette série noire. Le Rafale était devenu l'avion que personne ne voulait. Et pourtant, aujourd'hui, cet avion est commandé par l'Inde, la Grèce, la Croatie, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et bien d'autres encore. Il combat au-dessus du Mali, de la Libye, de la Syrie, de l'Irak. Il est considéré par de nombreux experts comme l'un des chasseurs polyvalents les plus redoutables du monde occidental. Que s'est-il passé? Comment un avion que l'on enterrait commercialement est-il devenu une machine de guerre recherchée sur tous les continents? Pour comprendre cette transformation, il faut remonter aux origines, aux choix audacieux, aux erreurs stratégiques, aux rivalités politiques et à la longue patience d'une nation qui a refusé de renoncer à son indépendance technologique. Tout commence dans les années 1970. À cette époque, les armées de l'air européennes sont confrontées à un défi commun, renouveler leur flotte vieillissante tout en maîtrisant des coûts de développement qui explosent. L'idée d'un programme conjoint européen semble séduisante. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne entament des discussions pour concevoir ensemble un chasseur de nouvelle génération. Ces négociations donnent naissance, en 1983, au programme qui deviendra l'Eurofighter Typhoon. Mais la France, dès le départ, se retrouve en désaccord profond avec ses partenaires. Les Français veulent un avion plus léger, capable d'opérer depuis un porte-avions. Les autres nations préfèrent une machine plus lourde, optimisée pour la supériorité aérienne. Les discussions s'enlisent et en 1985, la France prend une décision qui va changer le cours de son histoire aéronautique. Elle quitte le programme conjoint et décide de développer seule son propre chasseur. Ce choix est à la fois un acte d'indépendance et un pari extraordinairement risqué. Développer un avion de combat de 5e génération en solitaire représente un investissement colossal pour un seul pays. Dassault Aviation, le constructeur français, hérite de cette mission et les ingénieurs se mettent au travail avec une ambition claire. Créer non pas un avion spécialisé, mais un chasseur omnirôle capable de tout faire. Chasse aérienne, attaque au sol, reconnaissance, frappe nucléaire, opération depuis porte-avions. Un seul appareil pour toutes les missions. Cette philosophie, que les Français appellent le principe d'omnivalence, est à la fois la force et la faiblesse initiale du programme. Mais ce n'était que le début des problèmes. Le premier vol du Rafale A, le démonstrateur technologique, a lieu le 4 juillet 1986. Les résultats sont prometteurs. L'avion se comporte bien, ses performances préliminaires sont encourageantes. Mais entre un démonstrateur et un avion de combat opérationnel, il y a un abîme. Les années suivantes sont marquées par des difficultés techniques considérables, des dépassements budgétaires et surtout par un contexte géopolitique qui se transforme radicalement. La chute du mur de Berlin en 1989, puis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 change la donne stratégique mondiale. Les budgets de défense sont réduits partout en Europe. La menace soviétique qui justifiait de tels investissements semble s'être évaporée. Dans ce contexte, financer un programme aussi ambitieux devient politiquement difficile à défendre. Les critiques se multiplient. Pourquoi développer un avion aussi coûteux alors que la guerre froide est terminée? Pourquoi ne pas simplement acheter des F-16 américains moins chers et déjà éprouvés au combat? Ces questions, légitimes dans leur contexte, révèlent une incompréhension fondamentale de la vision
vision stratégique française. La France, sous toutes ses majorités politiques, a toujours défendu un principe intangible, l'autonomie stratégique, la capacité de décider seul sans dépendre d'un fournisseur étranger qui pourrait imposer des conditions politiques à la livraison de pièces détachées ou de munitions. C'est cette philosophie, parfois incomprise à l'étranger, qui explique pourquoi Paris a persisté malgré les vents contraires. La véritable transformation allait venir plus tard, mais d'abord, il fallait construire l'avion. Techniquement, le Rafale est une œuvre d'ingénierie remarquable. Sa conception repose sur une aile delta à double flèche combinée à des canards, ces petites surfaces de contrôle situées à l'avant du fuselage. Cette configuration, appelée delta canard, offre une agilité exceptionnelle à basse vitesse tout en maintenant de bonnes performances en vol supersonique. Pour comprendre pourquoi ce choix est important, il faut imaginer les deux situations extrêmes qu'un chasseur moderne doit maîtriser. D'un côté, les combats tournoyants à faible vitesse où la maniabilité est reine. De l'autre, les interceptions à haute altitude et à grande vitesse, où la résistance aérodynamique doit être minimisée. Le Rafale excelle dans les deux domaines grâce à cette configuration originale. Son fuselage intègre massivement des matériaux composites, représentant environ 70% de sa surface extérieure. Cette utilisation intensive de matériaux légers permet de contenir la masse de l'appareil tout en maintenant une résistance structurelle élevée. Le résultat est un avion qui pèse environ 10 tonnes à vide, ce qui est relativement compact pour un chasseur capable d'emporter jusqu'à 9 tonnes et demi d'armement et de carburant externe. Le cœur du Rafale, ce sont ces deux réacteurs SNECMA M428. Ces moteurs sont eux-mêmes une prouesse technologique française. Chacun développe une poussée d'environ 50 kN en régime sec et 75 kN avec la post-combustion. Ensemble, ils propulsent l'avion à une vitesse maximale de Mach 1,8, soit environ 2000 km/h en altitude. Mais ce qui distingue le M428, ce n'est pas uniquement sa puissance brute, c'est son taux de compression élevé, sa consommation spécifique maîtrisée et surtout sa signature infrarouge réduite grâce à des technologies de refroidissement avancées. Un moteur qui brûle moins chaud est un moteur plus difficile à détecter par les missiles à guidage infrarouge adverse. L'électronique de bord représente peut-être l'aspect le plus impressionnant du Rafale. Le radar RBE-2, puis dans sa version améliorée le RBE-2AA à antenne active à balayage électronique, constitue le cerveau tactique de l'appareil. Un radar à balayage électronique actif, ou AESA pour les anglophones, ne possède aucune pièce mécanique mobile. Il dirige son faisceau électroniquement, ce qui lui permet de changer de direction des centaines de fois par seconde. Cette rapidité ouvre des possibilités considérables. Le radar peut simultanément suivre de multiples cibles, guider des missiles, cartographier le terrain en dessous et brouiller les systèmes adverses, le tout en quelques millisecondes. La transition vers ce type de radar a représenté un bond qualitatif considérable pour le Rafale, le plaçant au niveau des meilleurs chasseurs occidentaux en matière de guerre électronique. Le système Spectra mérite une attention particulière. Il s'agit du système de guerre électronique intégré au Rafale développé par Thales. Spectra surveille en permanence l'environnement électromagnétique autour de l'avion, détecte les émissions radar ennemies, en identifie la nature et l'origine, puis réagit automatiquement en quelques secondes. Cette réaction peut prendre la forme d'un brouillage actif, d'un leurre électronique ou d'une alerte au pilote afin qu'il effectue une manœuvre d'évitement. Dans un environnement de combat moderne, saturé de missiles et de radars adverses, Spectra constitue une couche de protection invisible mais essentielle. Des experts militaires estiment que ce système figure parmi les plus performants au monde dans sa catégorie, comparable aux meilleurs équipements américains. En réalité, ce que personne n'avait pleinement anticipé, c'est que l'ensemble de ces technologies combinées donnerait naissance à quelque chose de supérieur à la somme de leurs parties. La capacité nucléaire du Rafale mérite également d'être soulignée car elle reflète parfaitement la doctrine française d'indépendance stratégique. L'avion peut emporter le missile de croisière supersonique à charge nucléaire ASMPA. Cette capacité fait du Rafale l'un des rares avions au monde à participer à la dissuasion nucléaire nationale. Pour Paris, il s'agit d'une ligne rouge technologique. La France ne saurait dépendre d'un appareil étranger pour assurer une mission aussi fondamentale. Cette exigence explique pourquoi le programme Rafale est resté incontournable, même dans les périodes financières les plus difficiles. Revenons toutefois à l'aspect commercial. Pendant des années, le Rafale avait été confronté à un obstacle que ses qualités techniques ne suffisaient pas à surmonter. Il était perçu comme coûteux, complexe et trop français. Ce dernier point est plus important qu'il n'y paraît. Acheter un avion de combat, c'est établir une relation de dépendance avec le fournisseur sur une période de 30 à 40 ans. Pièces de rechange, formation des pilotes, mise à jour logicielle,
armement spécifique, tous ces éléments créent des liens durables. Et pour de nombreux pays, choisir un avion américain, c'est aussi bénéficier du soutien politique et diplomatique qui l'accompagne. La France ne peut offrir le même niveau d'influence stratégique que Washington. Le processus d'exportation du Rafale a également souffert d'erreurs stratégiques. C'est une réalité à laquelle les négociateurs français ont été confrontés à de nombreuses reprises. Pendant longtemps, Paris a adopté une position trop rigide en matière de transfert de technologie, de coopération industrielle et de prix. De nombreux clients potentiels se sont alors tournés vers des alternatives moins performantes mais proposée dans des conditions plus souples. Bien que cette rigidité ait été progressivement corrigée, elle a entraîné la perte de contrats importants. Le tournant décisif intervient en janvier 2015. Après des années de négociations difficiles, l'Égypte signe un contrat pour 24 Rafales. Il s'agit de la première vente à l'export après 29 ans d'échecs. L'annonce provoque un véritable choc dans le monde de la défense. Si l'Égypte a choisi le Rafale, c'est que quelque chose avait été sous-estimé auparavant. Peu après, le Qatar commande à son tour 24 appareils. Puis l'Inde, après plus d'une décennie de négociations complexes, conclut en septembre 2016 un accord pour 36 avions. Le verrou a sauté et ne s'est plus jamais refermé. Qu'est-ce qui explique ce changement soudain? Plusieurs facteurs ont convergé. Tout d'abord, le contexte géopolitique mondial s'est rapidement dégradé. Les révolutions arabes, la montée de l'État islamique, la guerre en Libye, les tensions en mer de Chine méridionale. Partout, les États ont compris qu'ils avaient besoin d'avions réellement efficaces et non de simples vitrines technologiques. Dans ce nouveau contexte, le Rafale a été perçu différemment. Ses performances, démontrées en opération, parlaient d'elles-mêmes. Car pendant que les négociations commerciales se poursuivaient, le Rafale était engagé au combat et avec une efficacité remarquable. D'abord en Afghanistan. À partir de 2007, les Rafales déployés par l'armée de l'air française dans le cadre de l'opération Enduring Freedom ont démontré une capacité impressionnante, une précision chirurgicale dans des environnements complexes. Depuis des altitudes élevées, les frappes guidées par désignation laser pouvaient atteindre des cibles situées à quelques mètres des forces alliées. Sur le terrain, les commandants ont rapidement privilégié l'appui des Rafales, non pas parce qu'ils étaient les plus rapides ou les plus impressionnants, mais parce qu'ils se révélaient les plus précis et les plus réactifs pour les missions d'appui rapprochées. En 2011, l'intervention en Libye marque la véritable exposition médiatique du Rafale. Dans le cadre de l'opération Harmattan, les avions français interviennent dès les premières heures. Le 19 mars 2011, des Rafales détruisent des blindés des forces de Kadhafi, menaçant Benghazi. Ces missions mettent en évidence une autre qualité majeure, la polyvalence réelle. Un même appareil peut décoller pour une mission de supériorité aérienne, recevoir de nouvelles instructions en vol et terminer par une frappe au sol. Cette flexibilité devient un avantage décisif sur le terrain. Cependant, c'est au Mali, à partir de 2013, que le Rafale forge véritablement sa réputation. Lors de l'opération Serval, les conditions sont extrêmement exigeantes. Longue distance, cible mobile, environnement désertique difficile. Malgré cela, les Rafales accomplissent leur mission avec une précision et une régularité impressionnantes. Capables de décoller depuis la France, de se ravitailler en vol et de frapper des cibles à des milliers de kilomètres, ils démontrent une capacité de projection stratégique exceptionnelle. Les retours des pilotes sont également révélateurs. Le système de fusion de données, qui regroupe en temps réel les informations issues des capteurs, réduit considérablement la charge de travail. Là où d'autres appareils exigent une synthèse mentale complexe, le Rafale fournit une image claire et unifiée de la situation. Cela permet aux pilotes de se concentrer sur la prise de décision, un avantage crucial en combat. Un pilote français ayant participé aux opérations en Syrie résume ainsi son expérience. Voler sur Rafale donne l'impression que l'avion travaille avec vous. Il anticipe, filtre et met en avant l'essentiel. Dans un environnement où chaque seconde compte, cette différence est fondamentale. La capacité de ravitaillement en vol mérite également d'être soulignée. Équipé de réservoirs supplémentaires et ravitaillé plusieurs fois, le Rafale peut théoriquement frapper des cibles situées à des milliers de kilomètres. Cette portée stratégique constitue un atout majeur pour les pays souhaitant projeter leur puissance. C'est notamment l'un des facteurs ayant influencé la décision de l'Inde. Le cas indien est particulièrement emblématique. L'accord signé en 2016 pour 36 appareils symbolise la renaissance commerciale du Rafale. En 2007, l'Inde avait lancé un appel d'offres pour 126 avions, opposant le Rafale à plusieurs concurrents internationaux. Sélectionné en 2012 à l'issue des évaluations techniques, il a cependant fait face à de longues négociations sur les coûts et le transfert de technologie. Finalement, New Delhi a opté pour une commande directe de 36 appareils prêts à l'emploi. En juillet 2020, l'arrivée des premiers Rafales sur la base d'Ambala
marque un moment hautement symbolique. Après 24 ans d'attente pour moderniser sa flotte, l'Inde renforce significativement ses capacités, notamment face aux J-20 chinois et aux F-16 pakistanais. Au lancement du programme, personne n'avait anticipé une évolution géopolitique aussi favorable aux Rafales. Les années 2010 et 2020 ont été marquées par une montée des tensions. De nombreux pays, autrefois hésitants, ont revu leurs priorités. Dans ce nouveau contexte, un avion polyvalent, éprouvé au combat et relativement indépendant sur le plan politique, s'est imposé comme une option particulièrement attractive. La Grèce illustre parfaitement cette dynamique. Face aux tensions croissantes avec la Turquie en mer Égée, Athènes cherche à renforcer rapidement ses capacités aériennes. Le Rafale, avec sa disponibilité rapide et ses performances supérieures aux F-16 grecs existants, représente la réponse idéale. 18 appareils sont commandés en janvier 2021, suivis de 6 unités supplémentaires. La rapidité de la décision grecque contraste avec les hésitations de nombreuses années précédentes dans d'autres pays. Elle révèle qu'en situation de tension réelle, les considérations politiques s'effacent devant les exigences opérationnelles. La Croatie suit un chemin similaire. Membre de l'OTAN cherchant à moderniser sa force aérienne avec un budget limité, Zagreb opte pour 12 Rafales d'occasion rachetés à l'armée de l'air française. Ces appareils, remis à niveau aux standards actuels, offrent à la Croatie un bond technologique considérable à un coût maîtrisé. La transaction illustre une nouvelle dimension de la stratégie commerciale française, proposer des avions d'occasion certifiés et modernisés pour atteindre des marchés au budget plus contraint. Il serait cependant inexact de présenter le Rafale comme un avion sans faiblesse ou sans concurrent sérieux. L'honnêteté historique commande de nuancer le tableau. Le Rafale n'est pas un avion furtif au sens strict du terme. Sa signature radar, bien que réduite par rapport à des avions de génération précédente, ne peut se comparer aux caractéristiques furtives du F-35 américain ou du J-20 chinois. Dans un environnement où la détection précoce devient de plus en plus déterminante, cette limitation est réelle. Par ailleurs, certains contrats que Paris espérait n'ont pas abouti ou se sont conclus avec des délais considérables. La Belgique a finalement choisi le F-35 américain après une longue compétition, la Finlande également. Ces choix ont été influencés par des facteurs politiques et industriels complexes, mais il rappelle que le Rafale évolue dans un marché extrêmement compétitif où ses concurrents ne restent pas immobiles. Le F-35 américain, en particulier, représente un défi commercial sérieux pour le Rafale. Produit en grande série, bénéficiant d'un réseau de soutien mondial déjà établi et porteur du poids diplomatique américain, le F-35 attire de nombreuses nations qui pourraient autrement se tourner vers le chasseur français. La comparaison directe entre les deux avions dépend fortement du scénario d'utilisation envisagé. Le F-35 excelle dans les missions furtives de pénétration en espace aérien contesté, tandis que le Rafale offre une polyvalence et une autonomie de soutien logistique appréciée dans d'autres contextes. Mais au-delà des comparaisons techniques, il y a une dimension que les chiffres ne capturent pas facilement. Le Rafale représente quelque chose de plus grand qu'un simple avion de combat. Il est la démonstration qu'une nation de taille moyenne peut, avec de la persévérance, de l'ambition technologique et une vision stratégique cohérente, développer et maintenir des capacités militaires de premier rang mondial. C'est un message que de nombreux pays entendent et qui contribue à l'attrait du programme. La France a investi environ 40 milliards d'euros dans le développement et la production du Rafale depuis les années 1980. Ce chiffre, impressionnant en valeur absolue, doit être mis en perspective. L'industrie aéronautique française a maintenu et développé des compétences de pointe qui auraient sinon disparu. Des dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés ont été préservés. Et les retombées technologiques ont irrigué d'autres secteurs industriels, de l'avionique civile aux matériaux composites. C'est l'économie de la souveraineté industrielle, difficile à quantifier mais réelle dans ses effets. Aujourd'hui, le carnet de commandes du Rafale dépasse les 200 appareils à l'export, sans compter les commandes de l'armée française. Ce chiffre, impensable il y a encore 10 ans, représente une transformation spectaculaire de la trajectoire du programme. La cadence de production a dû être augmentée pour faire face à la demande. Dassault Aviation, qui avait traversé des années financièrement difficiles, affiche désormais des perspectives solides pour les 2 prochaines décennies. Et les évolutions continuent. Le Rafale F4, la dernière standard en service, intègre des améliorations significatives en matière de guerre électronique, de connectivité avec les autres systèmes militaires et de capacité d'armement. Des travaux sont en cours pour développer le standard F5, qui devrait encore accroître les performances du radar et intégrer de nouveaux types de munitions. L'avion qui semblait figé dans une conception des années 1980 s'avère être une plateforme évolutive capable d'absorber les technologies des décennies à venir. Décembre 2015 à nouveau.
Le Rafale revient se poser sur le pont du Charles de Gaulle après sa mission nocturne au-dessus de la Syrie. Le pilote coupe les moteurs. Le silence revient progressivement sur le pont, ponctué seulement par le vent de Méditerranée et le bruit sourd des vagues contre la coque. Dans les salles d'opération, les données de la mission sont analysées. Les cibles ont été atteintes. La mission a été accomplie. Ce moment, banal dans la vie opérationnelle d'un avion de combat, résume pourtant toute l'histoire du Rafale. 30 ans de persévérance, d'investissement, de doutes, de critiques essuyées et surmontées. 30 ans pendant lesquels la France a maintenu le cap, convaincue que son avion avait sa place dans le monde. Et finalement, la réalité opérationnelle a donné raison à ceux qui y avaient cru. Le Rafale n'est pas simplement un avion. Il est le témoin d'une certaine idée de la puissance nationale, de l'indépendance technologique et de la capacité à inscrire ses ambitions dans la durée. Dans un monde où les équilibres de puissance se recomposent rapidement, où les nations cherchent à préserver leur autonomie de décision, ce message résonne avec une force particulière. L'avion que personne ne voulait est devenu l'avion que tout le monde veut. Et cette transformation, aussi spectaculaire qu'elle soit, n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'un travail et d'une obstination que l'histoire de l'aviation militaire retiendra longtemps.